arriver à dépenser plus, gagner plus, tout en gardant un MER qui est stable, qui se détériore pas trop. Mais Ouais. dès que ça prend, c'est assez exceptionnel parce que tu vois tout qui explose, quoi. Cette semaine, j'ai eu le plaisir d'accueillir Benjamin, Performance Manager chez Rhodes. Benjamin, ce n'est pas seulement le tout premier CDI à avoir rejoint l'agence après sa création, c'est aussi et avant tout un as des ads et du e-commerce. Il a fait ses armes chez J7 Media, l'agence réputée pour ses compétences Facebook Ads, chez qui il gérait des comptes à plusieurs milliers d'euros de dépenses quotidiennes. Il a également monté son propre site e-commerce qui l'a amené à plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires. Et depuis près d'1 an et demi, il aide des marques e-commerce à développer leurs ventes grâce à la publicité. Dans ses clients, il y en a un qui se démarque particulièrement, Maison Laïli. Et la particularité de ce client, c'est que Benjamin l'a fait passer de 33 000 à 128 000 euros de chiffre d'affaires mensuel en seulement 5 mois, et ce, quasiment exclusivement grâce à la publicité Meta. J'ai voulu comprendre comment il a fait pour faire x4 sur le chiffre d'affaires de son client, et surtout quelle méthode il a appliquée pour obtenir ses résultats. Alors je l'ai invité sur le podcast pour creuser le sujet ensemble. Dans cet épisode, vous découvrirez comment changer un produit d'appel peut radicalement modifier la trajectoire d'un compte, comment faire pour augmenter son panier moyen avec de simples optimisations CRO. En faisant quelques changements sur ces différents points de contact du tunnel d'achat, on a vu que ça pouvait faire une énorme différence. Pourquoi connaître et maîtriser son avatar est fondamental. Quelle stratégie de scaling employer quand un compte commence à décoller. Leur plafond de verre était dans les 35 000 euros et aujourd'hui ils sont à 120 000 en moyenne. Comment itérer sur des créas gagnantes et se renouveler pour éviter la creative fatigue. Enfin, parfois on se dit ah cette créa là elle marche plus, on va tout changer, on va aller ailleurs. Et tout un tas de conseils et astuces applicables directement à vos campagnes. J'ai pris beaucoup de plaisir à recevoir Benjamin sur ce podcast et à rentrer autant dans le détail avec lui, alors j'espère que l'épisode vous plaira aussi. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente écoute et je vous dis à très vite. Salut Benjamin, comment tu vas? Salut Étienne, ça va très bien, merci et toi? Écoute, très bien, je suis ravi de te recevoir sur ce cinquième épisode de podcast. Figure-toi que tu es la première personne de chez Rhodes à venir prendre la parole ici, sûrement pas la dernière, je pense. Et on a plein de sujets super cool qu'on va aborder aujourd'hui, notamment autour de Meta, bien évidemment, tu t'en doutes. Donc Benjamin, tu es Performance Manager chez Rhodes depuis maintenant plus d'1 an. J'allais dire 1 an et demi, mais ça fait 1 an et demi qu'on existe, donc on n'en est pas encore là. Mais tu es le premier performance manager à nous avoir rejoint au début de l'aventure. Donc c'est fou, hein, ça paraît. J'ai l'impression que c'est aussi il y a des années-lumière, et en même temps j'ai l'impression que c'était il y a 3 semaines. Donc voilà, je suis très très content de te recevoir sur ce podcast. Ce que je te propose, si tu veux, c'est pour les personnes qui ne te connaissent pas, de peut-être commencer par te laisser te présenter. Yes, ben moi du coup Benjamin, performance manager chez Rhodes. Comme tu l'as dit, ben, je suis le premier embauché chez Rhodes. Euh, Ça me fait penser hier à un post de Mélissa sur LinkedIn qui disait que tu as presque harcelé pour être embauché, et je me souviens que je t'avais pas mal harcelé aussi. Effectivement, ça passe très très vite. Bah, du coup, performance manager chez Rhodes. Je m'occupe des campagnes publicitaires enfin, pour les clients de l'agence, que ce soit sur Meta ou sur Google, pour quelques clients. Hmm. Avant ça, j'étais également performance manager chez J7 Media, donc une agence québécoise. Et avant ça, j'étais à mon compte en freelance. J'ai fait le parcours un peu classique, un peu de dropshipping, un peu d'e-com. Avant ça, j'étais dans la com. Avant ça, j'étais en voyage. Et voilà. Aujourd'hui, je suis chez Rhodes. Tout se passe très, très, très bien. Et un plaisir aussi d'être le premier employé Rhodes à figurer dans le podcast. Trop bien. J7, grosse référence dans les social ads, hein, si dans les gens qui nous écoutent ils ne connaissent pas J7, je vous invite également à écouter leurs podcasts, ils sont très très cool. Je crois qu'ils ont changé de nom il n'y a pas très longtemps. Il y en a 2, si je dis pas de bêtises, c'était Social Selling et c'est devenu Social Scaling, si je dis pas de bêtises. C'est ça, ouais. Et Ouais. ils ont racheté un ancien podcast, No Pay, No Play, et Ouais, je crois que c'est lui qui est passé social scaling. Enfin, je sais plus, il y a eu ok. pas mal de changements, mais très bon podcast. Ouais. Ouais, très très cool. Et puis pour les suivre un peu aussi, et même à travers toi, on a eu pas mal de discussions, ils sont très très bons techniquement, et c'est toujours cool d'avoir d'autres acteurs comme ça qui tirent un peu le marché vers le haut. Est-ce que tu peux nous dire du coup exactement un peu ce que tu fais chez Rhodes? Alors moi je sais bien évidemment, mais pour ceux qui nous écoutent, c'est quoi un peu ton quotidien, ton métier, et surtout sur quoi tu passes la grande majorité de ton temps dans les grandes lignes? Alors, chez Rhodes, notre fonction première est de piloter les campagnes.
mais il s'avère qu'on veut aller au-delà de ça. Donc, on veut vraiment accompagner nos clients dans le funnel de A à Z. Donc, pour ce faire, on fait beaucoup de veille, que ce soit sur le marché français, européen ou américain, dans les tunnels de vente notamment. On en parlera après, mais aujourd'hui, s'occuper uniquement des créas pour tes clients, c'est pas assez. Donc, voilà, c'est toujours bien d'apporter plus de valeur à cette collaboration. Donc mes journées, moi en gros, au début de la journée, clairement, je me fais des sessions de deep work. J'allume rapidement Slack, mais je le coupe très rapidement aussi pour rester dans les, euh, dans les premières heures de la journée qui sont les plus productives de mon côté. Ensuite, arrive vite midi 13h, donc là c'est la pause, et l'après-midi, on échange avec les clients sur Slack, on fait des optimisations sur les comptes, on fait des tâches un peu moins profondes, j'ai envie de dire. Hmm. La fin de journée arrive vite et du coup on prépare le lendemain. Voilà grosso modo ma journée type, j'ai envie de dire. Ok. Et aujourd'hui, du coup, dans ton portefeuille, t'as plusieurs clients. C'est principalement des marques e-commerce. Tu as d'autres marques qui font pas du e-com. Alors aujourd'hui, la majorité sont des e-com, mais Ouais. j'ai pas mal de lead gen aussi Ok. dans des secteurs divers et variés comme le solaire euh, et d'autres secteurs. Donc j'ai pas uniquement des e-com, mais aux trois quarts c'est des e-com. Ouais. Ok. Et donc toi, ton taf, donc pour expliquer un peu à ceux qui nous écoutent, c'est donc de gérer et optimiser les campagnes et de suivre les clients. Mais ce que tu dis, c'est que c'est pas que, évidemment, et on va le voir d'ailleurs plus en détail sur le cas dont on parle particulièrement aujourd'hui, c'est pas que ça, c'est aussi tout ce qui gravite autour, donc tunnel de conversion, j'imagine travailler sur l'offre aussi, sur toute la stratégie e-commerce, les temps forts, ce type de choses. C'est ça dans les grandes lignes. C'est ça. On verra avec le cas client du jour que en fait c'est un client qui marchait très bien, qui avait Mm. un taux de conversion qui était très bon, un panier moyen qui était plutôt bon dans la moyenne des e-com qu'on a. Mm. Des CPA qui étaient plutôt bons mais assez élevés. En fait, il y avait tout qui était plus ou moins au vert. Et en faisant quelques changements sur ces différents points de contact du tunnel d'achat, on a vu que ça pouvait faire une énorme différence sur le game, quoi, sur le Ouais. game du client. Bah, on va en parler, excellente transition. La marque dont on va parler aujourd'hui s'appelle Laili. Et moi, j'ai bien envie de creuser un peu la stratégie que tu as faite avec elle, puisque les stats sont assez impressionnantes et surtout sur une période de temps qui est assez courte. Est-ce que déjà tu peux peut-être me parler un petit peu de Laili ou ces maisons Laili, si je dis pas de bêtises, ce qu'ils font, la marque, etc., dans les grandes lignes? Ouais, bien sûr. Laili, c'est une marque qui a un peu plus de 4 ans d'existence, qui est dans le secteur de la cosmétique et qui, pour faire simple, propose des solutions bio et naturelles pour des problèmes cutanés. Donc, grosso modo, si tu as des boutons sur le visage, elle va te proposer une crème qui a fait ses preuves auprès de très nombreux clients, qui va te permettre de réduire ces problèmes de boutons. Ok. Donc, c'est plutôt du produit problem solver, on est d'accord, plus que de C'est la cosmétique un peu classique. c'est ça, c'est ça. En fait, leur spécialité, c'est que tous les problèmes cutanés, que ce soit les taches sur la peau, les boutons, la surpilosité, enfin pas mal de problèmes comme ça, ils ont un produit spécifique pour chacun de ces problèmes-là. Et tous ces produits sont faits, je le répète, avec des ingrédients bio et naturels. C'est ce qui fait aussi leur particularité. Ok. Quand on a démarré la collab avec eux, c'était donc novembre 2023, si je dis pas de bêtises. Ils faisaient quoi à peu près comme chiffre d'affaires? Leur plafond de verre était dans les 35 000 euros. Ils faisaient entre 30 et 35 000 euros tous les mois. Ok. Et aujourd'hui, ils sont à combien? Et aujourd'hui, ils sont à 120 000 en moyenne par mois. 120 000. Hmm. Ouais. C'est une belle progression. Et ouais, ça fait un fois 4 quasiment sur leur CA, ce qui est assez ouf. Et donc, du coup, pour peut-être replanter un peu le contexte, donc quand on a démarré, moi je me souviens, j'avais échangé avec Yacine, du coup, le fondateur, mais du coup, je t'avais très très vite passé le sujet. C'était quoi un peu l'objectif de base sur lequel vous êtes accordé, ou c'était quoi un peu globalement l'enjeu, les conditions et le brief de Maison Laïli?
Ouais, ben Laili, en fait, et Yacine, pour le citer, lui, vraiment, il nous a confié Laili parce que vraiment, le but de cette collab était de nous donner la gestion de son e-com, en gros, hormis l'aspect back-end Shopify, mais des campagnes publicitaires à 100% et de nous faire confiance à 100%. Hmm. Donc voilà, l'enjeu principal était de nous confier ses campagnes publicitaires, mais aussi de casser ce plafond de verre qu'il n'arrivait pas à casser par lui-même et avec ses ads. Donc voilà un peu les problèmes auxquels il était confronté et auxquels on a, pour l'instant, on a quand même réussi à les résoudre, mais on y viendra par la suite. Il y a une petite subtilité, je pense, parce que quand on parle de scaling sur Meta, et même plus largement en publicité ou en e-com, scale, c'est aussi pas que augmenter le chiffre d'affaires, parce que ça, tout le monde sait le faire, et tout le monde sait augmenter les dépenses. C'est augmenter les dépenses et le chiffre d'affaires proportionnellement. Donc, ça veut dire en gros maintenir des ratios de rentabilité qui sont bons. De mémoire, il y avait un objectif de MER. Donc MER, pour ceux qui nous écoutent, c'est chiffre d'affaires divisé par investissement publicitaire. Donc c'est en gros quelle est la proportion de ton CA qui passe dans les pubs. Lui, il y avait en gros un palier en dessous duquel il voulait pas descendre, c'est ça? C'est ça, c'est ça, c'est ça. Il y avait un palier qui nous était donné dès le départ. En fait, c'était ça aussi le challenge du jeu, c'était arriver à scaler. Enfin, c'est le challenge de tous les e-commerçants, hein, tu me diras, mais arriver à dépenser plus, gagner plus, tout en gardant un MER qui est stable, qui se détériore pas trop avec ces augmentations-là. Ok. Et Donc lui, lui, du coup, c'était quoi le. Pardon, vas-y, vas-y. lui, le MER, pour être précis, c'était 2,5. Ok. Il était à 2,5 et en gros, son objectif, c'était d'être à 3. Donc, l'objectif était de dépenser plus, gagner plus, dépenser plus et gagner plus, pour faire simple. Ok. Donc, ok. Donc scaler, mais pas n'importe comment, c'est scaler en étant un peu plus rentable qu'il l'était et en maintenant ce ratio à grande échelle. Ça peut paraître bête, mais c'est pas si simple que ça, on le sait en publicité, parce que plus tu dépenses, plus tes coûts d'acquisition explosent. Et donc, si tu n'arrives pas à gagner des points de performance autre part, on va rentrer dedans un peu plus dans le détail, mais ça marche pas. Ok. Donc, novembre 2023, on démarre la collaboration, tu reprends le compte. Qu'est-ce que tu fais en premier? C'est quoi les premières actions? Comment ça commence, quoi? On commence classique, comme à chaque fois qu'on reprend un compte, déjà il y a un audit qui avait été fait par le passé, mais là on va un peu plus profondément dans le compte et également dans tout ce qui se passe sur le site internet, sur l'offre. Donc sur le compte, on remet à plat la structure, on, on essaie de checker s'il n'y a pas des anomalies, que ce soit des. Parfois, on prend des comptes et on a des adsets où il y a 4 créas dedans, et celle qui dépense le plus, par exemple, c'est celle qui aura les CPA les plus élevés, et avec un ROS qui est pourri. Donc ça, c'est le genre de choses qu'on essaie de désactiver tout de suite, Mmh. parce que ça arrive. Après, en classique, on regarde si les exclusions sont correctement configurées, et le taux, moi ce que j'aime bien regarder, c'est le taux de répétition, parce qu'il y a beaucoup, c'est une métrique qu'on oublie parfois, mais qui est très importante quand on voit que nos coûts commencent à exploser. Ça peut être un indicateur clé qui en fait nous dit ben, il faut juste que tu ailles cibler quelqu'un d'autre, ou que tu reset un peu ta campagne. Mmh. Euh, donc voilà, ouais. Ok. Donc, tu as un peu si on va appeler ça des quick wins, c'est genre les premières actions que tu fais, c'est tu regardes globalement s'il y a des choses qui sont un peu aberrants, genre une créa qui marche pas mais qui dépense beaucoup, ça tu coupes. La répétition, entre autres. Et donc ça, c'est la première chose que tu fais. C'est en gros essayer de gagner des petits points de performance globalement dès le début, c'est C'est ça? ça. En gros, par mon expérience, j'ai vu que s'aventurer sur des chantiers un peu trop complexes dès le départ, Hmm. alors c'est bien, ça peut être challengeant, ça peut challenger le client, mais la plupart du temps, en fait, on prend des risques, Hmm. euh, pas inutiles, mais c'est trop risqué dès le départ de s'aventurer sur des nouvelles choses, et le mieux, c'est d'itérer sur des mécaniques qui marchent bien, sur des Ouais. combos qui marchent bien, j'ai envie de dire, donc créa, landing page,
Et là, on va venir juste changer des petits points dans ce combo-là. Et une fois qu'avec ces itérations, on voit que ça marche bien, là, on va se permettre de s'aventurer un peu plus et de tester des nouvelles choses. C'est un peu le syndrome du nouveau directeur marketing qui arrive et qui veut tout casser et repartir C'est de ça. zéro. Mais je pense qu'en plus, particulièrement quand tu es dans le rôle d'agence qui est le nôtre, quand tu as une marque qui démarre avec toi, tu as beau lui faire comprendre, je pense que tu as une nouvelle stratégie, etc. À la fin du mois, il va regarder le client si les résultats sont meilleurs ou moins bons qu'avant. Et donc, en effet, je pense que c'est une très très bonne pratique, même pour un compte hors agence, de commencer par des petites choses qui peuvent gagner des points de performance et pas tout de suite les gros chantiers. Ok, donc une fois que tu as fait, donc tu reprends le compte, tu as des premières optimisations, des petites choses que tu fais pour gagner des points de performance, etc. Et surtout pas tout casser dès le début, mais j'imagine que c'est pas ça qui fait décoller le compte et faire x4 sur le chiffre d'affaires. Donc, qu'est-ce que tu fais une fois que tu as mis ça en place? C'est quoi un peu tes étapes par lesquelles tu passes sur l'AILI particulièrement? Comment tu t'y prends globalement? Alors sur Laili, on a vu qu'il y avait un problème. Enfin, c'était pas vraiment un problème, mais on voyait qu'il y avait un produit qui se vendait et qu'on mettait pas assez en avant en ads et qui continuait à se vendre. Disons que ce produit, quand vous prenez votre Shopify et que vous faites le top 5 des ventes sur la dernière année, disons sur les 2 dernières années, vous allez voir un peu les top produits qui se vendent et vous allez pouvoir potentiellement corréler ça avec ce que vous poussez en ads. Et il s'avère que ce produit-là, en fait, était dans le top 5, mais en termes de ads pushing, pour parler anglais, euh, il était pas dans le top 5. On l'avait eu poussé par le passé, mais très légèrement. Donc en fait, ce produit-là, on lui a donné une chance. On lui a laissé une dernière chance, enfin une vraie chance, j'ai envie de dire. Mais avant de le remettre sur le marché, entre guillemets, on a revu l'offre. Donc en fait, c'est bête, ce produit-là, je ne l'ai pas avec moi. C'est comme si vous vendiez par exemple un produit comme ça à 20 euros. Et tout simplement, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ajouté des bundles sur la page produit. Hmm. Donc en fait, on a proposé 2 fois ce produit à 48 euros par exemple, et après une troisième offre à 3 produits avec une autre réduction. Et il s'avère que les gens, au lieu d'acheter un seul produit, eh ben, ils en achetaient la plupart du temps deux. Donc Ok. du coup, Vas-y, vas-y. ça nous a permis d'encaisser potentiellement une hausse des CPA Hmm. liés à ce produit. Et en plus, vu que c'est un produit qui a des centaines d'avis, qui a fait ses preuves, qui marche, on sait que la personne, même si elle en achète qu'un seul, elle en achètera plusieurs par la suite. Ok, ultra intéressant. Donc, en fait, là, tu as deux notions qui se distinguent. Tu en as une, c'est en gros quel produit tu pousses. Et l'autre, c'est comment travailler le panier moyen. Si on les prend l'une après l'autre, donc la première, à quel moment tu te dis le produit que je. Parce que j'imagine que, en gros, si tu es arrivé sur la conclusion de te dire que ce produit n'est pas suffisamment poussé, c'est que tu avais d'autres produits qui étaient poussés en ads. À quel moment tu te dis je vais pas travailler sur les produits qui sont poussés en ads, ça marchera pas, et pourquoi tu vas déjà sur un autre produit? C'est quoi un peu la logique derrière? C'est comme ce que je disais avant, quand on reprend un compte, on fait les choses simples au départ, on ne prend pas trop de risques. Ouais. Et une fois qu'en fait on a passé, au bout de quelques semaines, ces modifications, ces optimisations simples et qu'on voit que ça prend pas, Hmm. euh, il y a plusieurs moyens, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Soit on continue à faire ça et la collab, le client va se dire bon, ça marche pas avec vous, Ouais. ciao les gars. Soit c'est la phase où on essaie de tenter des nouvelles choses et de prendre des risques. Hmm. Et dans le cas de Laili, pour être transparent avec les gens qui nous écoutent, vraiment pour être full transparent, le client, ça faisait 90 jours qu'on l'avait. Et au bout de 70 jours, ce qu'on avait testé ne prenait pas. Ouais. Donc le client commençait à paniquer et du coup, il a commencé à ouvrir la porte de sortie et on a littéralement failli le perdre parce que ça prenait pas. Et le fait est qu'on s'entend très bien avec ce client et il doute pas de nos compétences, mais voilà, parfois ça prend pas, on n'est pas non plus des magiciens. Ouais. Il nous a laissé un mois de plus. Et en plus, on a repris les rênes du compte Google. Ouais.
Mais c'est pas ça qui a changé c'est pas ça qui a changé le tout pour le tout. Mais en fait, mais comme je disais, au bout des 70 jours, on a voulu tester un autre produit. Hmm. Et en fait, cet autre produit-là, on a remis l'offre, comme je disais, sur le site. Et ça a pris. Ça a pris dès le départ. Et là, en fait, alors je sais pas si tu veux rentrer dans les chiffres un peu après, mais en fait, Ouais. ça a tout cassé, quoi. Ça, ouais, super pertinent. Donc, juste pour qu'on image bien, le produit qui était poussé historiquement, c'était quoi? Avant le nouveau produit, c'était? Le produit, tu veux dire, tu veux que je cite le produit? Ouais, enfin, ou le type de produit, ce que c'est, c'était quoi? C'était une crème? C'était un... C'était une crème, bah, comme celle dont je parlais au début, c'est une crème qui était pour les problèmes OK, de boutons. OK. Et donc le produit qui a pris le relais, et sur lequel tu as décidé après le petit coup de pression, du client qui finalement a déclenché pas mal de choses, c'était quoi du coup? C'est un produit qui résout les problèmes de pilosité. OK. C'est l'huile, anti-poil, c'est ça? C'est ça, ouais. OK. Donc là, tu vois sur Shopify que ce produit-là marche bien. Tu te dis: «Tiens, il est pas assez poussé en pub». Tu le mets en pub et donc là, tu te dis, donc à quel moment alors pourquoi en fait tu te dis, «Je vais travailler sur le panier moyen, je vais essayer de changer l'offre», Parce qu'en fait, les autres produits, qui étaient en concurrence dans les top produits Shopify, donc Ouais. dans les top ventes, ils avaient un panier moyen, au-delà de 40 €. Mmh. Et OK. ce produit-là, tout seul, il était à 22 €, il me semble. Donc il fallait qu'on vienne un peu, enfin on n'allait pas, on pouvait pas se permettre de vendre un produit à 22 € et de se dire: «On va tout casser, sur le compte», quoi. Donc il fallait Mmh. absolument retravailler l'offre. Et OK. en plus de retravailler l'offre, bien sûr, hem, donc il y a les bundles qui ont été mis en place et Mmh. une optimisation aussi qu'il faut, faire sur un e-com, c'est le panier. Dès qu'on ajoute un produit ou plusieurs produits à son panier, il faut absolument soit, faire un travail de développeur, soit, Shopify propose de nombreuses applications qui permettent de, booster ton panier moyen. C'est-à-dire que dès que la personne ajoute un panier au produit, tu as un sidecar qui va s'ouvrir Mmh. et tu peux mettre en place plusieurs mécaniques qui vont, venir, proposer d'autres produits et surtout augmenter ce panier moyen. Donc ça, c'est primordial pour la réussite d'un e-com selon moi. OK, c'est intéressant. Donc en fait, là, tu as changé de produit, tu prends un produit, tu le mets en ads, tu vois que ça transforme. Tu dis: «Ah, on tient un truc». Par contre, panier moyen trop faible et donc ça tiendra pas en scalant, le ROAS sera pas bon puisque ROAS, c'est, panier moyen divisé par coût d'acquisition. Donc tu travailles sur le panier moyen avec, en faisant des bundles, en faisant des offres et en travaillant sur tout ce dont tu parles, le sidecart et cetera. Et là, ça prend? T'as des bons résultats sur le compte? Ben, là, en fait, on est dans la phase, on est dans les 80 jours, sur, Ouais. les 90 jours de collab, «test» entre guillemets et là, en fait, ça explose. Donc on est à la fin du mois, du «dernier mois» entre guillemets et là, en fait, la courbe, ben, elle faisait ça pendant les 3 mois de collab et d'un coup, ça fait ça a Mmh. monté. Donc le client, ben, il est resté avec nous, hem et là, ben, on a en fait, ce qu'on a fait à partir de ce moment-là, c'est qu'on a vu que ce produit-là prenait, donc on a concentré, les 80 de nos efforts créa sur ce produit-là. Donc c'est à OK. partir de là qu'on a vraiment mis, un plan de scaling en route parce que ce type d'événement qui nous est arrivé, ça arrive très rarement sur des Mmh. e-com, à savoir, ben, un gros scale en fait, tu testes, tu testes, tu testes et au bout d'un moment, ben, ça prend. Et c'est ça qui est un peu, enfin, c'est la réalité du média buyer actuel. À l'époque, tout marchait entre guillemets, mais maintenant, il faut un peu plus se creuser la tête et tester beaucoup de choses avant que ça prenne. Mais Ouais. dès que ça prend, c'est assez exceptionnel parce que tu vois tout qui explose, quoi. Mais après, il y a différentes aussi techniques, on y verra. Garder un scale et garder les chiffres, c'est aussi un autre challenge. Ouais, Donc bien c'est sûr. pas c'est pas tout de faire passer l'e-com de la step 1 à la step 2. Il faut arriver à le maintenir là et le but c'est d'aller encore plus loin. Ouais. Donc il y a encore plein de choses.
C'est ce petit moment, on l'a eu sur plusieurs clients, pas tous évidemment, sinon ce serait trop facile et je pense que proportionnellement, il y a quand même beaucoup plus où tu galères à arriver à craquer le truc que de clients où tu arrives à craquer le truc. Mais quand ça arrive, en effet, que tu vois la courbe qui commence à monter, tu te dis, et que tes ROAS montent, etc., tu te dis genre, enfin, quoi, tu vois. C'est clair. Et je te rejoins à 100%. C'est vrai parce Euh, que en fait, c'est le excuse-moi, mais je pense qu'il y a beaucoup de médias buyers qui vont nous écouter et quand on dit que le test, c'est vraiment la clé du succès, faut jamais lâcher, il faut vraiment tester tout ce qui est possible et quand il y a un produit qui marche pas, ou qui marche pas comme on voudrait, bah, si le client, si l'e-com, votre client, il a beaucoup de produits, un catalogue assez étendu, bah, il faut tester d'autres produits tout simplement et ça le fera au bout d'un moment, quoi. Et parfois, ça joue un petit twist. C'est un petit truc que tu débloques et d'un coup ça prend, quoi. Surtout, je pense, sur les e-com qui sont très dépendants du paid. Parce que, en fait, finalement, c'est toi qui drive un peu ce que voient les gens bah, d'emblée. Et c'est toi qui drive, en gros, la stratégie, finalement, quasiment produit, quoi, j'ai envie de dire, de la marque à travers la pub. Euh, Avant de rentrer un peu plus dans le détail de notamment la méthode de scaling et comment tu as fait pour amplifier à partir du moment où tu as trouvé ce petit truc qui est appris, euh, à ton sens, pourquoi pourquoi ce produit marchait mieux que l'autre? Très bonne question. Alors, bah, du coup, c'est une clientèle féminine qui fait que ce produit fonctionne. Donc, Ok. personnellement, je ne l'ai pas testé. Mais en fait, c'est comme un produit miracle. Il y a vraiment des avis où les gens disent bah, cette huile est une huile miracle. Elle fait des miracles sur ma peau. Enfin, voilà. Donc, déjà, de un, la preuve sociale. C'est un produit la preuve sociale est fortement mise en avant sur le site. Si on tape Laili huile anti-poil, on verra qu'il y a des avis qui font que ben, ce produit fonctionne. Donc déjà, il faut un produit qui marche, qui Ouais. résout un problème profond et qui marche. Euh, alors ensuite, nous, ce qu'on a fait, une fois qu'on a vu que ce produit marchait, on est vraiment allé creuser sur le persona et sur les problèmes de ce persona. Mhm. Alors certes, ce produit résout un problème, mais ce problème peut venir de différentes sources. Il Ok. y a des femmes qui sont trop poilues tout simplement. Il y a des femmes qui ont une poussée de poils après la ménopause. Il y a pas mal de maladies liées au poil. Voilà, il y a plein de traitements qui existent. C'est comme l'acné, il y a plein de traitements qui existent. Ils ne font pas tous leurs preuves. Euh, et du coup, on est allé prendre tous ces problèmes-là et on a essayé d'apporter une solution en ads, que ce soit en termes de statique, en format statique ou en format UGC. Mhm. Et l'itération. On a testé, je vais dire des dizaines pour pas dire des centaines de créas statiques. Ok. Et en fait, au bout d'un moment, ben, on en a trouvé trois quatre qui ont fait qu'elles ont supporté des spends de plusieurs dizaines de milliers d'euros tout en maintenant des ROS proches de 3. Donc, Ok. Et du coup, tu as des tendances qui se démarquent sur ce testing. Est-ce que c'est le fait de mettre le problème et d'inciter dessus? Est-ce que c'est le fait de mettre l'avatar, en l'occurrence plutôt des femmes, ou comme tu parlais de femmes post-ménopause, donc peut-être un peu plus âgées, etc. C'est quoi un peu les... il y a plusieurs tendances. Nous, on a vu que, en fait, prendre une statique, un carré avec le produit et une tagline en haut qui Hmm. vient appuyer le problème ou appuyer à la solution ou faire référence au persona, ça peut faire des miracles. Et également, je disais qu'on a testé beaucoup statique, mais on a testé, je pense, 10% de tout ce qu'on a testé en UGC. Et un UGC qui a cartonné, qui a littéralement fait lui aussi exploser le compte, c'est un UGC où ben, c'est une cliente qui avait envoyé son retour vidéo de par elle-même. C'était pas une démarche de la marque. Et en fait, cette Ok. cliente, elle commence son UGC en disant bon ben voilà, j'ai plus de 60 ans, suite à la ménopause, blablabli, blablabla. Et en fait, dans ces trois quatre premières secondes, je pense que ben, la cible de ce produit ben, se sent interpellée. Et du Hmm. coup, ça donne envie de regarder la suite de la vidéo. Derrière, ça crée un bon CTR. Ça crée une visite sur la page produit qui, elle, le copywriting est en place. Et du Hmm. coup, ben, le travail est quasiment fait, quoi. C'est dingue, t'as quand même, enfin, tu vois le avant-après, t'arrives sur un compte où en fait ce produit est pas du tout poussé,
ça devient le top produit et du coup, en fait, ton audience cible, c'est, une femme, de 60 ans plus ménopausée, tu aurais pas, enfin, toi, tu paries pas dessus sans avoir fait toute cette phase de testing. C'est la beauté du marketing. C'est exactement ça. Et nous, en plus, on a eu testé, enfin, on y viendra, je pense, par la suite, mais Ouais. pour, en fait, on a testé plein de choses et on a vu que ça prenait, donc on s'est permis de tester des nouvelles choses. Mmh. Donc c'était pas de l'itération sur ce qui fonctionnait déjà. Donc par Ouais. exemple, je parlais de l'UGC, de la femme qui parle très calmement dès le début, qui donne son âge, son problème. On a testé de target cette cible-là avec des UGC qu'on voit un peu partout, très dynamique, très rapide dès le début. Et en fait, ça a été un flop total. Mmh. Donc ça remet un point sur le fait qu'il faut connaître son audience et surtout il faut lui parler correctement et s'adapter à elle parce que sinon on peut produire les meilleurs créas du monde, mais ça prendra pas et on perdra du budget pour rien, quoi. Salut, j'espère que tu passes un bon moment et que l'épisode te plaît. Si tu ne le sais pas encore, la mission de Rhodes, c'est de mettre le e-commerce français sur le devant de la scène. Pour ça, on aide un maximum de gens à se former aux meilleures méthodes du marketing, et la manière la plus simple qu'on a trouvé de le faire, c'est de diffuser notre contenu au plus grand nombre. La bonne nouvelle, c'est que tu peux nous aider en faisant découvrir ce podcast auprès d'autres personnes. Donc si le contenu te plaît, je t'invite à prendre 30 secondes pour laisser un avis sur Spotify ou Apple Podcast, ou encore à partager cet épisode à un ami par message, en story ou sur LinkedIn. Si tu peux faire ça maintenant, je t'en serai encore plus reconnaissant. Je te prends pas plus de temps. Je te laisse reprendre l'épisode. Un grand merci et bonne écoute. Ok. Ça m'intéresse de creuser un peu la partie scaling. Donc, tu as ton produit Hero, ou Product Hero en anglais. Tu sais que ça fonctionne. Ton taux de conversion, il est extrêmement bon. Je crois d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, que sur l'ALI, c'est assez rare et j'ai rarement vu ça. Mais en gros, plus tu dépensais, plus le taux de conversion augmentait. ce qui est très, très rare, mais plutôt bon signe. Ton panier moyen était bon. Est-ce que tu avais travaillé l'offre, etc. Donc là, qu'est-ce que tu fais? Tu augmentes les investissements? C'est quoi un peu ta méthode pour déjà passer à l'échelle et après, en temps 2, on pourra parler de comment tu maintiens le scale, parce que je pense que c'est ça l'enjeu numéro 1. Je t'écoute. C'est ça. Alors ben, on a vu que la partie UX, IRO, panier moyen, etc., donc tout ce qui se passait sur le site, maintenant elle était carrée. Mhm. Donc là, maintenant, on se concentre sur le business manager, comment scaler proprement. Moi, enfin, je sais qu'il y a plein de méthodes et surtout, il y a plein de gourous qui vous diront il faut scaler comme ça, comme ça. Moi, ma méthode que j'utilise sur tous mes comptes et qui pour l'instant marche, c'est testing en ABO et Ouais. scaling en ASC+. Donc en ABO, il y a plusieurs façons de tester en ABO, mais moi, il faut savoir que je suis quelqu'un qui fait. Parfois, je fais confiance à l'algorithme méta, mais la Tu, tu plupart du peux, tu temps. peux, tu peux peut-être repréciser ABO pour ceux qui savent pas ce Ouais, que bien c'est. sûr. Ouais. Alors, ABO, par exemple, vous allez avoir un budget au niveau de la campagne et vous allez avoir la campagne là-haut en mer et plusieurs adsets en termes de ciblage. Donc, vous pouvez soit mettre le budget au niveau de la campagne là-haut au niveau de la campagne et du coup, l'algorithme va dispatcher le budget au niveau des adsets ou sinon, vous mettez le budget au niveau des ensembles de publicité et c'est vous qui contrôlez la dépense de chaque euro, en gros. Ok. Et pourquoi toi, tu vas plutôt vers ça pour du testing? Parce qu'en fait, je veux me dire, ok, cette créa-là a dépensé 50 euros, j'ai pas de retour dessus, je la coupe, je la mets dans mon dossier, n'a pas fonctionné, et au moins, je sais ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Alors qu'à contrario, si on met un adset avec plusieurs créas dedans et qu'on laisse l'algorithme décider par lui-même, on va toujours avoir une créa qui se détache et qui va prendre la majorité du budget. Et sur 50 euros par exemple, ben, il va y avoir 2-3 euros alloués aux autres créas. Hmm. Et on va se dire, ben, l'algo a mis le budget sur cette créa-là et les autres, elles ne marchent pas. C'est l'algo qui le dit. Donc moi, je ne suis pas d'accord avec cette méthode-là. Donc j'essaie de la contrer un peu Ok. en faisant un adset, une créa et un budget alloué, quoi. Donc une campagne de testing, un ad set, donc un ensemble de publicités, le même ciblage pour tous. Ouais, Ouais. Et donc un ensemble de publicités égale une créa. Et tu mets en gros à budget égal pour chacune des créas et tu les testes et une fois qu'elles ont dépensé X euros, du coup tu coupes. c'est ça. Après, il faut avoir ces métriques en place. Il faut savoir son CPA break-even.
Ouais. Au bout de combien de temps, au bout de combien de dépenses, on se dit, bah, cette créa, elle a passé les tests, on la garde, elle a pas passé les tests, on la jette. C'est quoi ça Euh, ta règle, toi? Moi, ma règle, c'est une fois que la créa, bah, déjà, il faut savoir son CPA break-even, donc ça dépend du client, de ses coûts, de tout ça. Ouais. Et une fois que vous avez votre CPA target en place, moi, ma règle, c'est une fois que la créa a dépensé 2 fois et demi le budget de ce CPA cible, on prend une décision. Si on n'a pas les résultats voulus, on coupe. Si on voit qu'il y a un peu de traction et qu'il y a potentiellement un problème de CPC, CTR, on essaie de voir ce qui ne va pas et de potentiellement la décliner pour améliorer tout ça. Mais si on voit que le CTR il est à 0,20, que les CPC ils sont à 4 euros et qu'il n'y a aucun achat, ben là il Mmh. faut tout simplement couper et passer à autre chose. OK. Une question qui revient souvent, c'est est-ce que, typiquement parce que si on prend ton exemple, admettons que ton coût d'acquisition c'est, 20 €, donc ça veut dire que tu les laisses dépenser 2 fois et demi, donc 50 € sur la créa pour savoir si oui ou non elle fonctionne. Imagine que tu as pas de conversion, sur une créa. Est-ce que tu coupes parce que tu te dis: «Ça a pas converti», donc toi c'est suffisant ou tu vas regarder d'autres indicateurs un peu secondaires, ajout au panier, ce type de choses? Alors ça arrive ce genre de choses. Quand ça arrive, je coupe pas de suite, mais en fait tu fais un peu comme dans un funnel, tu prends les indicateurs principaux, selon moi, Mmh. donc c'est les coûts d'achat, les coûts de Ouais. conversion, donc tu as les coûts d'add to cart, tu as les coûts d'initiation de paiement. Mmh. Si ceux-là, ils sont au vert, mais que tu as pas de conversion, bah, tu vas fouiner ce qui va pas sur le site. Il y a potentiellement des blocages dans ton funnel d'achat. Il y a une étape en trop entre l'ajout au panier et l'ajout des informations de paiement. Il faut voir parfois, il y a des petits blocages qui font que, mais si ces métriques-là sont bonnes et que tu as des coûts de diffusion qui, eux, sont à améliorer, bah, tu vas travailler ta publicité en amont. Donc, OK. ouais, voilà, comme je disais, si tu as des CPC qui sont bons et des CTR qui sont trop faibles, il y a un manque d'appel à l'action sur ta créa. Ouais. Voilà, il faut savoir déceler un peu ce qui ne va pas dans ton parcours. OK, ultra intéressant. Donc tu as ta campagne de testing, que tu dis que tu mets sur tous tes comptes et donc à côté, tu as quoi d'autre? Alors, là, ça va être du type ça, mais moi, mes comptes, ils ont tous une campagne de notoriété. OK, Donc, que ce soit des campagnes d'interaction ou de vue de vidéo, OK. j'adore faire ça parce que ça permet de préchauffer une audience et ça permet d'élargir le haut du funnel, Mmh. donc le TOF à proprement parler. Et ensuite, également, ça permet de chauffer le compte, qu'il soit chaud, froid, qu'il ait du learning ou pas. Ensuite, j'ai des campagnes de testing en ABO, comme je disais, Mmh. et des campagnes de scaling. Donc ça, c'est vraiment la structure de base avec ces trois campagnes-là qu'on va retrouver sur tous mes comptes. Pourquoi j'adore cette structure? Hormis le fait d'avoir une campagne de préchauffage, la campagne d'ABO, un ad set, une créa, si on a une créa qui fonctionne, on va pouvoir la dupliquer et la mettre dans la campagne de scaling. Et ça va nous permettre d'avoir une créa qui fonctionne bien à deux endroits différents dans ton Mmh. compte. Donc en fait, ça va avoir effet de levier de double scaling parce que tu vas pouvoir d'un côté augmenter tes dépenses quotidiennes sur ton ad set en ABO et donc sur ta créa et également la faire passer dans ta campagne ASC+, qui elle, plus a de créa, plus tu peux te permettre d'augmenter le budget. Tu vas pas avoir une ASC+, qui a 100 euros de dépenses avec 3 créas dedans. Si 3 semaines après, tu as 6 créas dedans, ben, tu peux te permettre de dépenser 3 fois plus, Et pas de logiquement. risque, du coup, tu laisses la créa, dans la campagne de testing active, tu la coupes pas quand tu la passes dans scaling? Non, non, parce que j'ai mes exclusions. Cette créa-là, elle est pour du trafic glacial. J'ai mes exclusions d'interaction, mes exclusions de visiteurs. Donc je sais qu'elle va aller toucher des personnes. Enfin, je sais. Bon, pour le coup, ben, cette fois-là, je fais confiance à l'algo. Mmh. Mais je sais qu'elle va aller chercher des personnes qui n'ont jamais entendu parler de la marque sur les réseaux sociaux ou qui n'ont jamais visité le site internet. Et tu pas un risque du coup, vu qu'elle tourne à 2 endroits différents et un peu de cannibalisation, Ben, d'overlap, ce genre de choses? cette technique-là, elle a ses avantages et ses inconvénients. Il faut savoir que
plupart du temps, pour rester réaliste, quand on la passe en ASC+, ben, elle prend pas. Ouais. Mais l'avantage de l'avoir encore en ABO, c'est qu'en ABO, ça continue à supporter le scaling et ça continue à fonctionner. Ça, c'est la règle du jeu. Sinon, ce serait trop facile. Dès qu'il y a une créa qui marche, on la met en ASC+, on appuie sur le bouton et tout fonctionne. Et malheureusement, c'est pas toujours le cas. Donc en fait, ta campagne de testing, elle peut devenir aussi indirectement une campagne de scaling, quoi. C'est ça. Ok. C'est un peu complexe à suivre, mais je vois très bien l'idée. Et remarketing, t'en fais toi sur ce type de compte ou pas? Alors, c'est marrant, le compte, on l'a scalé sans campagne de retarget. Ah ouais? Ouais, on Ok. n'avait pas de campagne de retarget. On en avait une pendant la phase de test jusqu'à ces 70 jours, 70 premiers jours. Et en fait, elle prenait, mais pas comme on voulait. Elle n'avait pas les ROS souhaités. Donc, on a scalé sans cette campagne de retarget. Ok. Mais Facebook et l'algo sont quand même des petits malins parce que bah, tu peux voir par type d'audience. Ils ont changé le nom récemment, mais en gros, sur tes colonnes, là, tu peux voir où va ton budget. Est-ce qu'il va vers des nouveaux budgets, vers des nouveaux clients, pardon, ou des clients existants. Et même si tu mets toutes tes exclusions en place, ben, tu as quand même une part du budget, si petite soit-elle, qui va vers des clients existants. Ah, ok. Ça Donc, en c'est fait, sur c'est le plafond de clientèle ou rien à voir? ben, le plafond de clientèle, tu peux le régler sur tes campagnes d'ASC+. Ouais. Mais par exemple, sur tes campagnes d'ABO de testing, tu mets en place tes exclusions, mais il Hmm. s'avère que parfois, tu as quand même une petite partie du budget qui va vers des clients existants. Ok, ok, intéressant. Donc malgré tout, il y a du retarget qui se fait tout seul, quoi. Donc toi, pardon, par défaut sur le retargeting là sur ce compte, tu excluais tout. T'avais même dans tes campagnes ASC par exemple, donc Advantage Shopping Campaign, t'avais exclu les clients, les visiteurs, ce type de choses? J'avais mis un curseur sur les clients existants, je l'avais mis à 5%. D'accord, ok. Donc il y avait une sorte de petit remarketing organique entre guillemets à travers cette campagne-là. Ok. Donc ça c'est la structure de compte, super clair, très détaillé et c'est ça qu'on recherche. Et ensuite, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi un peu ton tu vois comment tu passes de, il dépensait quoi au début quand on a commencé avec, 10 000 à peu près par mois, un truc comme ça? C'est ça. Et là sur, le mois de pic, il me semble que c'était si je dis pas de bêtises, c'était en mars ou en avril, où c'est monté à 128 000 de CA. Il dépensait quoi, 30 000, 40 000, un truc comme ça? On était à, je crois, à peu presque de 40 000 en tout, avec Ok. Google. Et alors, comment tu passes de 10 à 40? Bonne question. Ben déjà, ben quand ça marche, déjà, tu peux te permettre d'appuyer sur le bouton. Ouais, Euh, Après, il faut également, enfin nous, comme on le disait dès le départ, la métrique principale reste le MER. Donc si d'une semaine à l'autre, on voit que le MER est bon, on se permet d'augmenter les budgets, de continuer à augmenter les budgets toutes les 24-48 heures ok. de 10%. Donc il faut savoir que vraiment le scaling, on n'y va pas comme des bourrins, on fait vraiment euh, petit à petit, à coup de 10% toutes les 48 heures. Et si ça prend, on continue, on continue. Donc il y a ça d'un côté. Et d'un autre, on accompagne aussi le client sur des opérations un peu hors scope et sur des nouvelles mécaniques, enfin pas nouvelles mécaniques, mais mécaniques de vente qu'on met en place avec nos clients pour venir un peu combler des temps faibles, des temps creux de l'année. Même si le compte est en train de scaler, on adore profiter de tout ce qui est Q4, des soldes tout au long de l'année. Mais avec ces mécaniques, on peut mettre en place des périodes, des flash sales, j'ai envie de dire, en plein mois de, en plein mois d'avril ou quand voilà, il y a pas forcément des soldes qui sont prévus ou autres. Donc, une fois par mois avec ce client, on met en place des ventes privées qui nous Ok. permettent de faire grossir sa liste email, ce qui est toujours bon pour les périodes fortes de Q4 par exemple, et de créer des moments forts dans les moments creux de l'année. Et en fait, ces périodes de vente privée elles vont venir appuyer, dans notre cas, le scaling, et en plus, elles vont venir augmenter le nombre de nouveaux clients euh, sur un temps donné, quoi. Donc, il y a Ok. que des avantages à faire ça. Donc, tu as d'un côté augmentation budgétaire sur ce qui fonctionne, mais
tu viens quand même compléter avec d'autres actions parce que trop risqué ou de dépendre que du scaling sur ta top créa et ton top produit, quoi. Bah, non, trop risqué, non, parce qu'on voit que ça marche bien, mais Ouais. c'est toujours mieux de diversifier un peu, son acquisition, Hmm. de faire grossir sa liste email. On sait que ce client-là, il a des très bons résultats en emailing. On sait que ce client-là, dès qu'une personne achète, il y a 30% de taux de rétention. Donc, on active un peu, pas tous les leviers, mais pas mal de leviers possibles pour participer au scaling de la marque. Ok. Et donc, augmentation budgétaire, toi, tu disais 10% tous les 24-48 heures, c'est ça? C'est ça. Ok. Et à quel moment tu t'arrêtes? Quand le MER est plus bon? Quand le CPA gonfle trop, Ouais. quand le ROS d'une créa n'a pas le résultat que je veux, et quand le MER commence à se détériorer un peu. Ouais. Comment tu fais pour éviter alors, la creative fatigue, c'est le terme que beaucoup employé en media buying, mais globalement, tu dépenses beaucoup sur une créa ou sur deux créas ou sur un produit. Comment tu fais pour éviter qu'au bout d'un moment ça s'essouffle Hmm. ou d'être trop dépendant de cette créa ou de ce produit? C'est quoi un peu les stratégies Ouais, Alors, bah, il y a des fois où nous, par exemple, les deux créas qui ont permis vraiment de faire scale le compte. Alors en fait, pour être transparent, il y en a eu deux qui ont dépensé 50 000 euros. Et il y ok. en a eu 4-5 autres en plus qui ont dépensé 20 000 euros et qui nous ont permis en gros d'atteindre les résultats qu'on veut. Hmm. Mais ces deux top créas, au jour d'aujourd'hui, malheureusement, elles sont plus sur le compte Ouais, parce qu'elles n'ont plus les résultats. Voilà, elles ont été fatiguées, essourées et on en a bien profité. Mais c'est le but du jeu aussi. Il faut continuellement proposer des nouvelles créas à son audience et pour aussi aller chercher d'autres clients avec d'autres messages. Donc en gros, ben, on appuie sur le bouton, premièrement, on va jusqu'où on peut aller avec cette créa-là sur cette audience-là. Euh, on teste, dès qu'on voit qu'il y a un peu de fatigue, on teste cette même créa sur une audience différente, ok. tout en gardant les exclusions. Euh, Si on voit que ça prend plus, on prend cette créa-là et on itère sur cette créa-là. Donc on va venir changer les éléments basiques entre guillemets qui sont rapidement changeables. Donc on peut venir prendre le même visuel et changer la copie, changer le titre. Sinon on peut s'attaquer au visuel dans un temps 2 et changer, par exemple, on garde la même tagline, on change le fond de l'image Ouais. où on change un tout petit peu la tagline et on garde tous les mêmes éléments. Donc voilà, il y a plein de choses à changer. Là, je parle pour une statique. Si on a un UGC, on va venir changer les 3 premières secondes. Hmm. On peut venir changer la voix off s'il y en a une, changer l'interlocutrice. Enfin voilà, il y a pas mal de choses à modifier. C'est marrant le petit tip sur le fait de changer le fond. Moi, à l'époque où je m'occupais d'un compte publicitaire donc ça remonte un peu, mais en direct, on avait une top créa qui fonctionnait où c'était un produit, un kit d'essai en l'occurrence, avec sur un fond vert, je crois. Et la créa, elle avait un CPA de 15 euros avec beaucoup, beaucoup de dépenses. Et en fait, un jour, elle a commencé à se fatiguer. Elle est montée à 17, 18, 20, 25, 30, 40. Je me suis dit, genre, waouh, faut faire quelque chose. Et en fait, on a juste décliné la créa en deux autres créas qui sont exactement les mêmes, avec, au lieu que ce soit un fond vert, c'était un fond rose, puis un fond bleu. Et en fait, on les a mis en rotation dans le même adset et les CPA sont descendus à 15, 20 euros. Donc, le simple fait de montrer, je pense, la même information mais sous une différente forme, l'utilisateur a l'impression de voir quelque chose de nouveau et donc ça, parfois il n'y a pas besoin de se prendre trop la tête à repartir de zéro. C'est Euh, ça. En l'occurrence, du coup, là, ce qui est intéressant, c'est que tu dis, là, les deux créas sont plus sur le compte, donc tu as quand même enfin, par rapport à la période où ça a scalé, il y a quand même un handicap. En tout cas, c'est moins, t'as moins de winners qui te permettent d'aller dépenser beaucoup. Comment tu fais du coup pour compenser? Ben, c'est ce que je disais. Alors, ces deux créas-là ne sont plus là, mais il y a des itérations qu'on a fait à partir de ces créas-là qui sont Ouais, encore là. Donc, ok. c'est pour ça que au lieu de. Enfin, parfois, on se dit, ah, cette créa-là, elle marche plus. Allez, on va tester, on va tout changer sur. On va aller ailleurs, quoi. On va itérer de nouveau. Euh,
C'est un peu la chance de tomber sur une créa winner et de potentiellement la décliner avec les premiers éléments. Ça peut permettre d'aller chercher d'autres créas, Hmm. pas winner, mais presque winner, qui nous permettent de continuer à maintenir ce niveau de dépense et d'avoir ces mêmes résultats. Donc il y a ce travail-là qui est fait. Ensuite, faut savoir qu'aujourd'hui, le compte, ben, ça fait 4 mois qu'on a réussi à débloquer la chose et on ne fait pas de mois en dessous de 118 000 euros maintenant de CA, alors qu'avant le plafond était à 35 000. Ouais, Et on arrive à garder un MER qui est digne de ce nom et qui rentre dans les clous. ok, Euh, donc en fait, on continue à avoir la majorité des dépenses sur ce produit-là. ok, En fait, toutes ces mécaniques qu'on a mis en place pour ce produit-là et pour le faire exploser, on le met en place sur d'autres produits qui se vendaient un peu aussi sur le site. Et en fait, on essaie de reproduire la même chose avec d'autres produits. Mais ok. ça, c'est avec 20% du budget publicitaire. On continue à s'appuyer sur le produit et sur les autres top produits majoritairement. Ok, ultra intéressant. Du coup, tu fais de très bonne transition. J'allais te demander, là, en fait, ça fait quelques mois que donc on a craqué ce premier plafond, en effet, déjà, c'est un joli jump, passer de 30, 33, 35 à 120, 120 000, 128 000, je crois, et globalement maintenir le cap après. Euh, Comment tu fais pour casser ce deuxième plafond? Donc là, c'est quoi un peu les projets? Parce que si je te pose la question au futur, c'est que c'est pas encore fait, mais c'est en cours. Donc tu disais essayer de dupliquer cette même mécanique sur un deuxième produit potentiellement qui peut devenir une nouvelle manne de dépenses et donc de chiffre d'affaires. Tu as d'autres choses qui sont dans le pipe? Alors, ce qui est en pipe depuis une semaine, c'est en fait on met en place quelque chose qui est très simple pour tous les e-commerçants, c'est aller chercher un maximum de retours clients vidéo. Donc en fait ce qu'on a mis en place, c'est qu'on a sur Klaviyo, on a créé une liste, on a créé un segment non c'est une liste qu'on appelle d'audience. Donc tous les gens qui ont acheté plus de 2 fois chez la marque, donc chez Laili, on leur envoie un mail, on leur envoie un questionnaire avec des questions liées au produit, liées à la marque. Alors c'est des questions très bateau, ouais, qu'est-ce qui a fait que vous avez aimé ce produit, pourquoi vous avez acheté, enfin voilà. Et ensuite on leur propose une interview euh, de 15 minutes en échange de soit un produit offert, soit des produits pendant une période donnée, des produits offerts, bref. Et en fait, ça va nous permettre de recueillir plein de témoignages clients, parce que ce client, Hmm. il a presque 100 000 clients sur son compte. Et donc, ça va nous permettre d'avoir potentiellement des nouvelles créas et aussi d'aller chercher des objections qui ont potentiellement freiné les clients dans leur parcours d'achat. Et donc, Ok. ces objections, nous, notre but, c'est de venir appuyer dessus et de les résoudre et surtout de les contrer, alors Hmm. soit dans les ads, soit dans le copywriting, potentiellement dans les deux, si on n'est pas bête. Et, euh, voilà, le but final, c'est d'en savoir plus, encore plus sur notre persona Ok. pour connaître tout de ces différents personas et donc lui parler de la meilleure des manières possibles. Ok. Donc voilà. Donc, tester des nouveaux produits et connaissance client, du coup, interview et essayer de Connaissance creuser. client et ce qui va être mis en place pour la rentrée, c'est des coffrets. Donc Ok. en fait, créer euh, des routines pour mettre plusieurs produits dans un même coffret et du coup faire encore augmenter cette AOV. Et aussi, on voit que ce client, en fait, les produits sont achetés plusieurs fois. Donc on en discute, mais c'est pas encore dans les projets concrets, mais potentiellement mettre en place l'abonnement sur le site. Ok. Intéressant l'abonnement. Il a un bon taux de réachat, ce client de mémoire, non, si je dis pas de bêtises. Il a un très bon taux de rachat, mais ce qui le freine, c'est la logistique. Donc là, il est en Ah ouais. train de s'y pencher pour voir comment faire, parce que en fait, tout ce qui, pour rentrer dans les détails, mais tout ce qui est SKU et tout ça, c'est pas les mêmes problématiques quand on fait de l'abonnement. Ouais, Donc ouais. voilà. Ok. Ok. Écoute, ça fait
pas encore une heure, mais on n'est pas loin qu'on discute de tout ça. C'est super intéressant. Il y a plein de, je pense, de bons insights et de conseils et de petits tips actionnables sur Meta et plus globalement e-com. Donc c'est très très cool. Euh, j'ai une question à te poser un peu plus large, mais de ton expérience sur ce compte, sur lequel on a eu des très bons résultats, de ton expérience sur d'autres comptes où tu as eu des peut-être moins bons résultats ou meilleurs résultats, peu importe, si tu avais un conseil à donner, une recommandation aux personnes, aux médias buyers, aux directeurs marketing, aux responsables e-commerce, peu importe, aux gens qui font de la publicité méta pour du e-com, ce serait quoi? Alors franchement, une seule, ce serait compliqué. Du coup, je dirais ce que dit tout le monde, c'est tester, tester, tester. Ouais, Mais je vais quand même mettre celle-là en pole position. Et la deuxième, ce serait un peu ce dont j'ai parlé, c'est aller au-delà des ads et regarder ouais, l'écosystème entier de l'e-com. Euh, et après, il y a une métrique dont on ne parle pas assez, mais qui est primordiale pour la réussite d'un business, c'est le nombre de nouveaux clients que vous générez sur l'e-com et aussi le coût par nouveau client. Parce que mm, si demain, ben, un e-com s'appuie uniquement sur ses clients existants, c'est pas viable sur le long terme. Donc le but, c'est de faire entrer des nouveaux clients, de savoir le mesurer et de savoir les garder. Voilà, très cool. grosso modo. Est-ce que tu as des outils à recommander que tu utilises pour t'aider dans ton travail au quotidien? Alors en termes d'outils, je vais pas être très vendeur. Franchement, moi, je suis de la team classique. Mes clients, je fais des vieux Google Sheets pour suivre leurs chiffres d'un mois à l'autre, tu vois. Et je trouve que c'est très bien pour vraiment, bah, par exemple, tu vois en juin le chiffre que tu as fait par rapport aux dépenses. Si le client, tu l'avais pas en juin l'an dernier, bah, tu vois de suite si c'est mieux ou si c'est pas mieux. La tendance, en gros, ça te permet de le repérer grosso modo. Après, l'outil que j'aime bien me servir malgré tout pour les créas, c'est Foreplay. Ouais, Ça a double usage pour nous en tant que média buyer, mais pour le client, vous pouvez mettre à disposition des tableaux de bord pour le client, des inspirations. Ça permet de voir ce qui se fait sur le marché, ça permet de voir en termes de data si la publicité est active depuis de nombreux mois, ça veut dire potentiellement qu'elle marche. Donc voilà, ça c'est un outil Foreplay que je conseille à tous les média buyers et à toutes les agences. On s'en sert beaucoup en interne, que ce soit nous, média buyers, ou la team créa. Euh, voilà. trop cool. Et dernière question pour toi, Benjamin, que je pose à tous les invités de ce podcast. Est-ce que tu as des ressources, ça peut être des podcasts, des livres, des newsletters, une formation, des profils à suivre, à recommander pour les gens qui nous écoutent? Ouais, alors en termes de ressources, moi ce que j'ai beaucoup aimé quand j'ai fait mes premiers pas dans l'e-com et dans le monde du dropshipping, j'ai envie de dire, mais en fait c'est Tugan Barra. C'est un mec qui fait beaucoup d'accompagnement et des vidéos. C'est un peu un requin de l'e-com, mais j'aime beaucoup parce qu'il propose des techniques un peu underground. Et du coup, il y a un livre que je vous conseillerais, ça s'appelle Marketing Underground. Ça permet de créer une offre, que vous soyez infopreneur, que vous soyez dans le B2B ou dans le B2C, que vous vendiez des produits direct ou consumer. Ça permet de créer une offre un peu plus high value que simplement un produit. Donc il y a ça que je conseillerais. En deux, il y a le podcast Smart Marketer. C'est une Hmm, agence américaine, je crois, ouais, ouais. qui parle beaucoup d'e-com et qui reçoit beaucoup d'invités, donc c'est très intéressant. Et après, en bonus, il y a, ben, je crois que c'est un peu un concurrent, mais sur le marché australien, donc en soi, c'est un concurrent direct, mais Sabri Subi, Hmm, qui a une grosse agence en Australie, si je dis pas de bêtises, c'est et Siba qui Consulting, là. non, non, lui c'est un autre. Lui, son Ah. agence c'est Hong Kong, Ah oui, oui, c'est King Kong, non? King Kong, ouais. Hong Kong. Ouais. Ok, ok, je confonds. Et Ouais, ouais. lui aussi, il a un livre que j'avais acheté à l'époque, et je l'ai plus en tête, mais en tout cas, pareil, il fait des vidéos YouTube où il donne pas mal de tips avancés. Euh, donc voilà, ces trois sources permettront de déjà, si on les lit et si on écoute, d'upgrade son level media buying et surtout d'en savoir plus sur le milieu de l'e-com.
Trop bien. Eh bien écoute Benjamin, merci beaucoup pour cet échange, pour tout ce détail du case study Layli et surtout pour la qualité des conseils que tu as donnés. Si des personnes qui nous écoutent veulent te poser des questions plus particulièrement ou te contacter, où est-ce qu'elles peuvent te joindre? Alors, il y a LinkedIn. Je Mhm. poste pas très souvent et encore moins en ce moment. Mais LinkedIn, j'y vais quand même tous les jours pour fouiner un peu ce qui se fait. Donc, sur mon LinkedIn, Benjamin Dubreuil, Agence Rhodes, vous me retrouverez sans trop de difficultés. N'hésitez surtout pas. Trop bien. Eh bien écoute, merci beaucoup Benjamin et puis je te dis à très vite. Merci à toi. À très vite. Bye. Salut, ciao. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici, j'espère que tu as pris autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai pris à l'enregistrer. Si c'est le cas, tu peux laisser un petit avis sur Apple Podcast ou Spotify. N'hésite pas à en parler autour de toi ou sur les réseaux, et je te dis à très vite pour un nouvel épisode.